dire des choses ou avoir envie de dire des choses qui vont partir. Je vais donc continuer à parler du transfert. Le transfert, c'est-à-dire cette émotion qui traverse l'analysant et l'analyste. Je dis bien l'analysant et l'analyste, et non pas supposer une inexistence du contre-transfert comme le fait Lacan. Pour moi, c'est exactement le contraire. Si je parle du transfert de l'autre, je pense que je suis à côté de la plaque puisque je fais de la projection. Dans les groupes de travail d'analyse de la pratique que j'ai pratiqué pendant des dizaines d'années, il était de coutume qu'un collègue pose la question à l'exposé d'un cas. Mais comment penses-tu à quelle place cette personne te plaçait ? C'est-à-dire que ce qui est toujours interrogé, c'est le transfert de l'autre, du patient, entre guillemets. Et il y avait assez peu de préoccupation pour le transfert de l'analyste, qui lui peut en parler puisqu'il est là. Tandis que le transfert de l'analysant, c'est l'analysant qui peut en parler, dans sa séance par exemple. Mais si on en parle à sa place, je crains qu'on ne soit un peu à côté de la plaque. Et donc ça m'embête un peu quand même de parler de mon transfert, c'est-à-dire de moi, dans la mesure où c'est mon transfert à quelqu'un, et que je suis obligé de parler de ce quelqu'un, pour vous expliquer en quoi j'ai été ébranlé, ému, entamé, touché par ce qui vient de cette personne. Donc ça m'a un peu embarrassé pendant un bon bout de temps, parce que en particulier, j'avais à la fois envie de traiter des choses qui sont en cours en ce moment, et en même temps je me disais c'est pas possible de traiter de ça publiquement, même s'il s'agit essentiellement de moi. Et puis il est arrivé un truc bizarre, c'est qu'une nuit j'ai rêvé d'un de mes anciens analysants, un analysant qui est mort il y a une dizaine d'années, que j'ai reçu pendant aussi une dizaine d'années. Pourquoi il revient là ? Je me suis dit peut-être bien parce qu'il est mort d'un cancer et qu'en ce moment, c'est moi qui suis en train de lutter contre un cancer. Est-ce que ça explique tout ? J'en sais rien. En tout cas, c'est l'idée qui m'a traversé l'esprit. Mais ça témoigne quand même même 10 ans après, un reste de transfert de moi à son égard. Alors le rêve était le suivant. J'étais en séance avec lui et je lui avais dit quelque chose qui l'avait irrité. Et donc, il se levait et il commençait à mettre son manteau pour s'en aller. Et moi, j'allais vers lui et je le prenais presque dans mes bras pour l'empêcher de mettre son manteau et pour lui dire mais je vous en prie, restez. Si je vous ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu, peut-être que j'ai tapé à un endroit où c'était trop sensible, j'aurais peut-être pas dû. Alors, excusez-moi, mais restez. Voilà, rêve très court, vous voyez, qui me fait penser que quand je lui dis restez comme ça, c'est peut-être une façon de lui dire restez en vie. Mais par ricochet, c'est peut-être aussi une façon de me dire à moi reste en vie. Parce qu'au fond, le rêve, c'est aussi le repli dans le narcissisme du sommeil. Et que cette figure de mon analysant, c'est moi qui la fabrique, de toutes pièces. Néanmoins, il y a ce geste d'infinie tendresse, je dirais, que j'ai à son égard, de le prendre dans les bras pour l'empêcher de mettre son manteau pour qu'il reste. J'ai pas pu l'empêcher de mourir. C'était... donc je m'autorise à en parler parce que ça fait bien longtemps, et je vais quand même pas dire son nom. C'était un des premiers enfants rescapés de la leucémie. Il avait eu la leucémie quand il était enfant. Il avait donc été un de ces enfants bulles, vous savez, qu'on met dans une bulle de plastique pour qu'ils soient à l'abri de tous les agents pathogènes, parce que leur système immunitaire est déprimé. Et il avait fini par en sortir de cette leucémie grâce à une greffe de moelle osseuse, une moelle osseuse qu'on avait pris sur sa sœur. Eh bien,
malgré cela, il était resté relativement petit, parce qu'il avait pris des doses de rayons phénoménales, en plus de l'effet de la leucémie elle-même, et ça avait ralenti sa croissance. Et il ne cessait de lutter contre une foule de maladies. Il avait eu plusieurs petits cancers à la mâchoire qu'on opérait, c'était guéri, il était tranquille pendant un moment, et puis il y en a un autre qui revenait, et ainsi de suite. Sans compter une hépatite C qu'il avait contactée parce que quand il était à l'hôpital, on lui avait fait une transfusion sanguine et c'est la transfusion sanguine qui lui avait amené cette hépatite. On lui avait trouvé une fois une grosseur au foie et puis on avait dû faire un scanner, une biopsie pour savoir ce que c'était, mais c'était bon, qu'un angiome. Enfin bref, vous voyez qu'il n'arrêtait pas d'être dans les soucis comme ça. Et sur la fin, c'est encore une fois une succession de cancers à la mâchoire qui ont dégénéré et qui l'ont emporté. Néanmoins, il avait fait une bonne dizaine d'années d'analyse avec moi. Et du fait de ce rêve, je suis allé retrouver dans mes écrits tout ce que j'avais écrit sur lui. En particulier, j'avais écrit un grand truc qui s'appelle 4 discours en 4 minutes. Si ça intéresse les gens, on peut le trouver sur mon site. Et j'étais à l'époque encore plein lacanien et je me servais de ce modèle de Lacan des 4 discours pour analyser ce qui se passait avec cet analysant, que je vais appeler Franck, tiens, pour faciliter les choses. Les 4 discours en 4 minutes, à la fois j'étais lacanien, puisque je me servais de cette théorie de Lacan, et en même temps, je bouleversais complètement la théorie, parce que je disais qu'en 4 minutes de discours avec lui, il y avait entre lui et moi les 4 discours de Lacan qui se succédaient. Le discours du maître, le discours de l'hystérique, le discours de l'analyste et le discours de l'universitaire. Alors que c'est pas du tout comme ça que c'est compris dans le milieu lacanien, et certainement pas par Lacan non plus. Souvent d'ailleurs dans le milieu lacanien, c'est même compris comme une aide au diagnostic, parce que puisqu'il y a un discours de l'hystérique, alors il y a forcément un discours de l'obsessionnel, c'est le discours de l'universitaire, et un discours du paranoïaque, c'est forcément le discours du maître. J'ai entendu des choses comme ça, hein. C'est-à-dire ça serait des choses figées. Hein. Bon, déjà, je bazardais tout ça. J'étais déjà, avant la lettre, j'étais déjà passé au-delà du lacanisme. Il n'empêche que j'ai quand même fait un écrit énorme autour de ça. Et tous les développements mathématiques que j'en ai fait, qui donnent ces espèces de figures compliquées, je pense que ça sert à rien aujourd'hui. Hein, j'étais fasciné par les mathématiques et je pensais que ça pouvait donner une caution au discours analytique que de le proposer en termes mathématiques. Aujourd'hui, je pense que cet espoir était vain. C'est vrai que les mathématiques sont fascinantes, mais c'est vrai aussi qu'on n'est pas obligé de les appliquer partout. Hein. Par contre, raconter ce qui se passe et essayer de comprendre la chose en termes analytiques, en termes de sujet, le sujet que je suis, ça c'est autre chose. Et j'ai aussi des éléments de ça dans cet article quand même. Alors les 4 minutes en question, c'est quoi? Mon téléphone sonne, c'est lui. Il me dit, je ne peux pas venir à ma séance, j'ai trop de travail, je ne vais pas y arriver. Je lui dis, bon, ok, ben, peut-être pouvez-vous venir après votre travail. Ah, il me dit, je sais pas, c'est pas évident. Bon, je vois dans mon agenda que je suis en train de consulter que de toute façon, j'ai pas de place après 8h30 du soir, ce qui fait déjà fort tard. C'est ce que je lui dis. Si je vous revois après, ça serait qu'à 8h30. Et puis avant de raccrocher, j'ai un dernier réflexe. Je dis, mais laissez-moi votre numéro au boulot. Si j'ai une place qui se libère avant, plus tôt, je vous appellerai.
Il me dit, ah ok. Je raccroche, et 4 minutes plus tard, il me rappelle en disant, bah, je vais quand même venir à ma séance à l'heure convenue. Alors j'avais dit à l'époque que en cherchant à échapper à sa séance, il tenait le discours du maître. Le maître, c'est celui qui fait la loi. La loi, c'était notre rendez-vous, il est fixé, donc il doit être tenu, et il passait au-delà. Je n'ai pas dit à l'époque, j'aurais pu le dire, que c'était tout aussi bien le discours de l'hystérique, parce que c'est ce que fait l'hystérique aussi, dans le discours convenu, hein, de contester le maître. C'est-à-dire justement d'être en retard, d'éviter, de dire que la loi, ok, c'est toi qui l'as fait, mais moi, non, je passe à côté. Et puis, en fait, quand il est venu à sa séance, à l'heure habituelle donc, il m'a dit, je vous ai menti. C'est pas du tout que j'avais beaucoup de boulot. C'est que j'avais un rendez-vous à l'heure de notre séance avec mon dealer de shit. Et je voulais pas louper ça, plutôt que de louper ma séance. Donc il disait la vérité, sans que j'ai besoin de forcer, sans que j'ai besoin de lui demander qu'est-ce qui vous est arrivé. Autrement dit, il tenait le discours de l'analyste. Ce qui m'avait permis dès l'époque de dire, le discours de l'analyste, ce n'est pas les paroles que prononce l'analyste, c'est le fait que dans le dispositif analytique, l'analysant puisse dire quelque chose qui lui permet d'analyser ce qui s'est passé. C'est tout à fait autre chose. C'était déjà bien au-delà de ce qui est convenu, ce qu'il était convenu d'appeler le discours de l'analyste à l'époque. Et on pouvait en tirer un discours de l'universitaire, ce qui était ce que je faisais laborieusement en essayant d'appliquer la théorie des 4 discours à mon discours. Bon, tout en même temps en le perturbant, c'est-à-dire en faisant autre chose, par où je tenais moi aussi le discours de l'hystérique, à savoir celui qui conteste le discours du maître, à savoir Jacques Lacan. Mais voyez que toutes ces catégories, finalement, on n'en a vraiment rien à secouer. Je ne les nomme que pour rappel de ce qui avait pu être mon travail à une époque, et sans doute que je devais en passer par là pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ce qui se passe, tel que je le dirais aujourd'hui dans ce petit échange, c'est qu'il y a un affrontement de 2 sujets autour du désir. Il y a le désir de ce monsieur qui est bifide. Il veut à la fois venir à sa séance et il veut à la fois avoir son morceau de shit à fumer. Et entre les deux, il a choisi d'abord le premier et ensuite le second. Bien. Et moi, j'étais également dans le désir de le recevoir, mais pas dans le désir de faire le maître, justement. Parce que la réponse classique, qui a été celle de tous mes analystes quand j'essayais de décaler une séance, leur réponse était invariablement non, je vous attends. Non, mais j'ai un truc là, je peux vraiment pas. Non, mais je vous attends. Et je savais que si je venais pas, je paierais la séance. Parce que c'était comme ça et pas autrement. Le cadre, c'est le cadre. Or ça m'a rapidement sorti par les yeux, et très rapidement dans mon exercice professionnel, j'ai laissé tomber ce genre de pratique, où je trouve que c'est justement faire le maître et pas du tout l'analyste. C'est faire celui qui le persévère, comme disait Lacan, celui qui maintient la loi à tout prix, maintient le cadre à tout prix, alors que nous sommes dans un rapport de sujet à sujet, et que ce rapport suppose des nouages qui sont beaucoup plus complexes que moi je tiens la barre et toi tu suis. C'est quelque chose où le désir inconscient est en jeu. Et ce désir peut être dans l'idée de vouloir échapper au désir de l'autre.
C'est ce qui lui est arrivé en essayant d'échapper à sa séance. Moi, je trouve ça, je tolère totalement ça maintenant. Jamais je n'ai plus la moindre réticence quand quelqu'un me demande de décaler une séance ou de l'annuler. Vous voulez décaler, on décale. Vous voulez annuler, on annule. Quel que soit le prétexte, peu importe. Des fois, je demande, mais tiens, pourquoi? Mais c'est juste pour permettre à la parole d'en dire un mot, pour permettre au sujet d'en dire un mot. Mais pas pour avoir une justification. Hein. On peut avoir envie d'échapper au désir de l'analyste, qui souvent représente une instance parentale, hein, et souvent, effectivement, j'ai vu ça de très nombreuses fois, on reproche souvent aux enfants de mentir, ou on leur demande de dire la vérité à tout prix. Vous savez, c'est toute l'histoire de Pinocchio qui a le nez qui s'allonge quand il ment. Ah, que c'est pas bien, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure que tu mens. Oh, que c'est pas bien. Hein, mais mentir, c'est souvent pour échapper justement à l'emprise de l'autre. Hein. Il y a une vérité dans ce mensonge. C'est vouloir être soi-même alors qu'on est tout le temps sous la coupe des parents. Et en l'occurrence, sous la coupe de l'analyste. Et je dois dire qu'en pratiquant comme je pratique, c'est-à-dire qu'en laissant les gens venir quand ils veulent venir, eh bien, le jour où ils viennent, c'est vraiment leur désir dont il s'agit. Ils n'essaient pas d'échapper au désir de l'autre. Ils en acceptent la confrontation. Et je dois dire que les gens sont là pour la plupart du temps. Et puis, de toute façon, je ne me préoccupe pas quand ils ne sont pas là, une fois ou pas. Ils ont le droit même de prendre un week-end ou d'avoir envie de faire autre chose que leur séance d'analyse. Hein, l'analyse ne doit pas être la chose qui obère toute leur vie, qui occupe tout leur esprit tout le temps. Hein, l'analyste n'est pas censé être l'objet de leur pensée à tout prix. Et c'est cette prise de position qui contribue au fait que les gens se sentent libres. Les analysants se sentent libres. Le jour où ils viennent, c'est vraiment de leur décision et non pas de mon insistance. Et se sentir libre, c'est fondamental pour tenir une parole libre. C'est donc dans cet esprit de liberté qui a fait que mon analysant a senti qu'il pouvait être là ou pas là, à son gré, qu'il est venu, il a choisi de venir, et du coup, il choisit de me dire la vérité. Je n'ai même pas besoin de demander une justification ou quoi que ce soit, il m'explique qu'il m'a menti. Et ben voilà, on avance dans ces cas-là. Alors, notez bien quand même que quand l'analyste répond à une demande de décalage de la séance, « Non, je vous attendrai à l'heure prévue », c'est une façon de ne pas entendre. C'est afficher un non-recevoir. Vous avez une parole, mais je ne veux pas l'entendre. C'est quand même pas n'importe quoi de la part d'un analyste. Alors que ma démarche, c'est au contraire dire « Vous voulez pas venir ? Ben, j'entends très bien. » Donc ne venez pas. Voilà. C'est une façon, c'est très important de pouvoir manifester à toute occasion à un analysant qu'il est entendu. Hein. Alors, il y a la doxa qui dit oui, mais il faut frustrer. Parce que si on accorde une réponse à toutes les demandes de l'analysant, c'est le laisser dans la jouissance. Hein, c'est ça le vocabulaire. Bon, mais moi je dis pas du tout. C'est le laisser dans la jouissance, pas du tout. Au contraire, c'est lui manifester qu'on l'a entendu. Il ne s'agit pas de lui donner un gâteau, encore que donner des gâteaux, ça m'est arrivé, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est donner son oreille, c'est donner son écoute. Ce n'est pas forcément accéder à tous les caprices. C'est un peu ça l'idée, hein, vous savez. On a aussi ça dans l'idée pour les enfants. Si on lui accorde un truc, après il va vouloir faire tous ses caprices. C'est souvent le discours qu'on entend.
Et c'est comme ça qu'on réprime les enfants. Alors qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'entendre. Hein, et que effectivement, quand on peut répondre à une demande pour un enfant, ben pourquoi pas? C'est pas grave. Et quand on ne peut pas, parce que on ne peut pas répondre à toutes les demandes, eh ben on peut aussi répondre qu'on a entendu, mais qu'on ne peut pas donner la chose. Et en expliquant pourquoi. C'est tout à fait autre chose que de considérer a priori que toute demande est un caprice. Ou le discours de l'hystérique, comme ils disent. Hein. Donc je me situe vraiment dans une relation à égalité, une égalité où il n'y a pas de symétrie, puisque je suis quand même l'analyste et l'autre est l'analysant. Mais ici, je suis l'analysant de mon rapport à cet analysant. C'est en ce sens-là qu'il y a une égalité qui est récupérée. Hein. Et c'est indispensable. C'est en ce sens-là que l'analyste n'est pas le maître. C'est que quand il ne sait pas ce qui se passe, et il ne sait pas tout ce qui se passe, puisqu'il est comme tout le monde, il a un inconscient. À charge pour lui, c'est là son boulot d'analyste, de l'analyser, d'analyser son propre transfert à l'analysant. Donc ce que je suis en train de faire. J'ajoute aussi, petit point théorique, beaucoup plus important que les développements topologiques que j'ai fait à propos des 4 discours, c'est que le fait d'être là ou pas là, c'est le symbolique comme tel. C'est le forda, vous savez, ce jeu de l'enfant qui fait disparaître un jouet puis qui le fait réapparaître. Ou le jeu de coucou caché que font les adultes avec les enfants quand ils sont tout petits. Ça les fait hurler de rire, les enfants. Pourquoi? Parce que c'est vraiment leur mise au monde symbolique. Je suis là, je suis pas là. Maman est là, maman est pas là. L'objet est là, l'objet est pas là. C'est dans ces jeux que se situe la parole elle-même, puisque la parole, c'est quoi? C'est dire la chose en l'absence de la chose. Je parle de mon ami Franck alors qu'il est absent, pour cause de mort, ou je parle de n'importe qui ou de n'importe quoi. Le symbolique, c'est ça. J'utilise les mots comme symbole de ce qui n'est pas là. Et je le rends présent pour vous parce que je vous en parle. C'est le ressort fondamental de la psychanalyse. C'est-à-dire se mettre au monde comme sujet, c'est-à-dire se faire apparaître là où on avait disparu, justement sous la non-écoute et les fins de non-recevoir des autres en général et des parents en particulier. Là au moins, il y a un analyste qui n'oppose pas de fin de non-recevoir et qui prête son écoute. C'est donc donner toute sa valeur à la parole et à la demande, en tant qu'elle témoigne du désir. Alors il y a un autre endroit que j'ai retrouvé dans mes notes à propos de cet ami Franck. Je n'hésite pas à dire ami, en effet, puisque c'est une amitié, un transfert. On peut dire que le transfert, c'est l'amour aussi, mais c'est un amour sans accomplissement de relations sexuelles, bien entendu, puisque ça, oui, ça c'est le cadre qu'il faut tenir néanmoins, au-delà de tous les assouplissements qu'on peut apporter au cadre, justement par voie d'ajustement de sujet à sujet. Eh bien, dans cet autre petit épisode avec lui, il a loupé une séance. Et je lui dis à la séance d'après, ben alors, vous étiez pas là? Il me dit, mais oui, mais je me suis présenté chez vous samedi, vous y étiez pas. Je lui dis, mais oui, je vous avais expliqué que samedi, je ne devais pas être là. Et c'est pour ça que je vous avais fait venir jeudi. Et jeudi, il n'était pas là. Alors il me dit, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous qui vous êtes trompé? Je dis, ah oui, c'est possible. C'est possible que je me sois trompé. Mais voilà, le fait est que on ne s'est pas vu. Vous voyez que dans mon attitude ici, il y a aussi la même écoute. Au sens où, s'il me dit
que c'est peut-être moi qui me suis trompé, ben oui, je peux admettre que je me suis trompé. Et pourquoi je ne ferais pas d'acte manqué, moi aussi, c'est vrai, hein. En ce sens-là, je fais ce que jamais aucun de mes analystes personnels n'a fait. Eux, ils étaient toujours irréprochables. Ils n'avaient jamais un problème avec quoi que ce soit. Ils étaient toujours ric et rac, le cadre, tout. Je ne pouvais jamais les prendre en défaut. Bon, là, j'accepte d'être pris en défaut. Vous voyez, c'est exactement le contraire. Et effectivement, je crois que si vous voulez qu'un sujet s'adresse à vous, en tant que lui-même peut avoir des failles, ben, il faut commencer par admettre qu'on les a soi-même. Sinon, si on se présente comme le père sévère, garant du cadre, de la loi, et qui est sans faille, eh bien, l'autre se sent toujours tout petit, toujours pris en faute, donc toujours dans l'idée qu'il vaut peut-être mieux dissimuler. Et c'est pas ça qu'on attend d'un travail d'analyse, où il est plutôt question d'arriver à la vérité. Alors, suite à cet échange, où on en reste sur le doute, voilà, on ne sait pas qui a fait l'acte manqué. Manqué au sens où présence-absence toujours. Un coup, il était là et moi j'étais pas là. Un coup, j'étais là et il n'était pas là. C'est intéressant en soi. Et il déroule ses associations à partir de ce moment-là. Et tout d'un coup, il fait le bilan de son analyse. Il dit, en 7 ans d'analyse, j'en suis arrivé au stade de l'enfant qui faisait pipi au lit, et puis au bout de plusieurs années, il dit, je fais toujours pipi au lit, mais maintenant je m'en fous. Vous savez, c'était un des exemples qu'on donnait de la fin d'une analyse, pour rigoler. Il n'empêche que c'est pas si rigolo que ça. Je veux dire, ou si c'est peut-être rigolo, mais c'est pas si faux que ça. Et il dit, voilà, avant, je fumais comme un pompier, je fumais du shit, et je pensais tout le temps à m'arrêter, je me sentais coupable. Maintenant, je fume tant et plus, et je m'en fous. Avant, j'avais pas de femme, et j'en cherchais à tout prix, j'en trouvais pas, c'était terrible. Mais maintenant, j'ai pas de femme, mais je m'en fous. Alors là, quand même, moi, je suis titillé par le fait qu'avoir une femme ou pas une femme, c'est un truc qui me titille très fort, moi. Et ça me titillait encore très fort à l'époque. Ça a beaucoup diminué ces jours-ci, l'âge aidant. Mais encore à l'époque, c'était il y a pas loin de 15 ans. C'était important d'avoir une femme, parce que avoir une femme, c'est la preuve que j'ai un phallus. Voilà, c'est donc la preuve de mon existence. J'ai largement dépassé tout ça aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne l'étais pas. Et donc, ça me cause un doute, le fait qu'ils disent que avoir pas de femme, ils s'en foutent. Ah, vous voyez, alors que maintenant, j'en suis dans une époque où je le comprendrais parfaitement, mais à l'époque, j'avais du mal à le comprendre. Donc, je lui dis, êtes-vous sûr ? Eh bien oui, il en est sûr, et il continue dans le genre en disant avant j'étais bordélique, c'était le bordel chez moi, et je me culpabilisais, je me disais il faut que je range, et puis maintenant, il y a le bordel chez moi, et je m'en fous. Et puis tout d'un coup, il s'interrompt au milieu d'une phrase, comme ça, il dit « Je parie que vous allez arrêter la séance là-dessus. Si vous faites ça, je vous fous mon poing sur la gueule. » Je suis un peu sidéré de la violence comme ça qui vient tout d'un coup. Et là, très après coup, des années après, je me demande si cette violence n'est pas le résultat du fait que j'ai émis un doute là où il était dans la certitude. Donc, bien entendu, je n'arrête pas la séance et je le laisse continuer un moment. Et il se trouve que dans ce moment, eh bien, le doute s'insinue. C'est-à-dire, il dit oui, c'est vrai, tout ça, je m'en fous, mais enfin, je suis pas bien quand même. Comment ça se fait ? Donc, mon analyse va devoir encore durer. Et combien de temps va-t-elle durer ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, pourtant, j'ai bien démailloté le truc. Ah, je lui dis démailloté ? Effectivement, c'est un mot un peu bizarre qui vient là.
Je ne sais plus exactement là dans ma mémoire comment ça s'est passé, mais c'est moi qui lui ai rappelé que plusieurs fois il était revenu sur un incident de son enfance qui l'avait énormément traumatisé. Il était tout petit sur la plage avec sa mère, et sa mère lui avait enlevé son maillot démailloté. Et il ne voulait pas que sa mère lui enlève son maillot. Et elle l'avait voulu quand même, et il se revoit encore hurlant, courant après de sa mère pour essayer de rattraper son maillot. Voilà, traumatiser le gamin. Je peux supposer bien sûr qu'il y avait quelque chose de maman m'enlève mon maillot, maman m'enlève mon zizi, c'est une castration. Hein. Mais bon, ça c'est mes élucubrations, c'est pas les siennes sur le moment. Néanmoins, après cette évocation, il s'était levé pour parler. Hein. Et là, il se rallonge sur le divan et il me dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, moi je reste ici. » Et là, je crois que j'avais laissé déjà dépasser pas mal le temps de la séance. Et je devais être un peu inquiet parce qu'il y avait la personne suivante qui devait attendre. Et cette espèce de prise du pouvoir agressive sur mon divan, sur mon espace, sur moi, ça m'a foutu en colère. Pourtant, je ne suis pas un type qui se fout en colère facilement. Donc je pique ma colère et je lui dis « Non mais vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Vous êtes en train de vous comporter comme un enfant de 3 ans. Allez, ça suffit comme ça. » Je me lève, je lui tends la main pour essayer de prendre sa main et de le lever du divan, quoi. Et il refuse. Je suis obligé d'insister à 3 reprises. Vous voyez, quand je lui dis « Vous êtes en train de vous comporter comme un enfant de 3 ans », eh bien malgré moi, je suis revenu à ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire du père Sévère. Sauf que je ne le fais pas pour sauvegarder le cadre. Je le fais pas parce que c'est la théorie qu'il dit. Je le fais parce qu'il m'a effectivement mis en colère, quoi. Et parce que j'ai des nécessités qui font que la séance ne peut pas s'éterniser comme ça. Et qu'il s'est montré effectivement relativement agressif. Donc je lui ai dit 3 ans, c'est l'âge à peu près de l'incident sur la plage que je vous ai raconté tout à l'heure. Dans l'échange qu'on a, il me dit « Je suis comme à l'intérieur d'un puits accroché à une corde, mais au lieu de monter, la corde descend. Et pour m'en sortir, il faudrait que je lâche la corde, mais je ne peux pas lâcher. » Et en effet, c'est ce qu'il est en train de faire, il ne lâche pas, il reste. Vous voyez que la présence-absence est encore convoquée là, mais dans un refus de l'absence. Là, il veut être là et il veut y rester. Alors, je pourrais extrapoler en disant, comme il aurait voulu que son maillot de bain reste avec son zizi. Hein, mais malheureusement, là, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, encore une fois, pour des nécessités pratiques, des nécessités de vie quotidienne, et non pour des nécessités symboliques. Mais du coup, ça a une portée symbolique. Finalement, il s'en va, mais en sifflant entre ses dents, c'est une torture. Ce qui ne me fait pas spécialement plaisir, bien évidemment. Mais bon, on venait de jouer un affrontement de sujet à sujet. Dans cette question de la présence-absence. Où il y avait la présence-absence de son zizi, symbolisée par le maillot de bain, en corrélation de la présence-absence de son corps entier. Alors, son corps entier, comme zizi de moi, qui refusait de se détacher? J'en sais rien. Encore une fois, ce sont mes élucubrations. Bon, il avait aussi parfaitement compris, dans l'image qu'il donnait de la corde et du puits, le caractère phallique de la corde. Faut-il lâcher ou pas? C'est pas à moi de faire la morale là-dessus. Il y avait juste la séance à finir.
mais au niveau du fantasme, d'être dans un puits, c'est-à-dire, finalement, dans le vagin de la mer, et de rester accroché, alors soit au cordon ombilical, pourquoi pas, hein, on peut le voir comme ça aussi, ou au phallus, en tant qu'on s'identifie au phallus de la mer, et que la mer risque de vous l'arracher en le laissant à l'intérieur. Je dis ça en rapport avec mes propres rêves, hein. Je ne vais pas le plaquer sur lui, néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapport non plus, c'est comme ça aussi que ça avance. Eh bien, néanmoins, ça avance effectivement, puisque à la séance d'après, il est tout à fait détendu, ça se passe d'une manière tout à fait calme, et il m'explique que dans une rêverie éveillée, il se voit arriver chez lui en marchant tranquillement sur le trottoir, d'une façon très légère, et que ça lui fait comprendre le titre du roman de Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Parce que cette légèreté qu'il ressentait dans une rêverie éveillée, eh bien finalement c'était insupportable. Alors me dit-il que dans la maladie, cette lourdeur de mon corps, cette douleur que j'ai ressentie, eh bien ça me fait exister, je sens mon corps. Et me dit-il, quand j'ai beaucoup fumé de shit, que j'en suis malade, je suis dans la douleur, là je sens mon corps, et donc j'existe. En plus d'avoir traversé toutes ces épreuves, la leucémie et tout ça, eh bien, j'ai acquis un statut de Superman, je m'en suis sorti, et il faut que je sois à la hauteur. Eh bien ça c'est lourd, de devoir être à la hauteur. Et je dirais que ça c'est lourd pour tout le monde. Tout le monde a entendu cette phrase, il faut être à la hauteur. Ah ça c'est terrible, c'est l'intervention de l'idéal du moi et du surmoi qui est son complice. Faut être à la hauteur. Et il arrivera à analyser dans les séances suivantes son rapport aux femmes, puisqu'il n'arrive pas à avoir une femme. Il explique que pourtant, lorsqu'il a des amies femmes, quand il discute, il aime beaucoup séduire, et que sa façon de séduire, c'est de pousser le bouchon extrêmement loin, leur poser des questions, leur faire des provocations, jusqu'à ce que la femme baisse les bras. Et là, quand la femme baisse les bras, eh ben, il est content. Et c'est comme ça qu'il jouit quelque part. Il le fait non pas avec le phallus, il le fait avec sa parole, avec la bouche. C'est une façon. Pourquoi pas? Mais cette analyse a été rendue possible, me semble-t-il, par toutes les présences-absences qui ont été mises en jeu, que je vous ai racontées, y compris l'absence du maillot sur la plage, qui renvoyait à une absence de zizi, et la corde qui descend dans le puits, où il indiquait un rapport assez déchirant finalement avec sa mère, puisque sa mère l'a déchiré quelque part avec le maillot enlevé, où je me retrouve parce que combien de fois j'ai rêvé de retourner dans le ventre de ma mère pour y récupérer le phallus perdu, le phallus oublié. En l'occurrence, là, il court après sa mère pour rattraper ce phallus perdu, où il se raccroche à la corde dans le puits pour le rattraper, et finalement, il le rattrape en castrant les femmes, c'est-à-dire en arrivant à leur faire baisser les bras, comme il dit. Baisser les bras, le bras étant phallique, c'est de ça dont il s'agit. Et on va le voir d'une façon encore plus inattendue. Car c'est à ce moment-là de l'analyse que j'ai fait le rêve suivant. Je suis dans un train à l'abord d'une gare. Un de ces trains anciens, pas les TGV, les trains qui avaient une porte qui pouvait s'ouvrir manuellement avant même que le train arrive à l'arrêt, ce que je fais donc, et je me tiens à la rambarde verticale, vous savez, qui avait auprès des portes des wagons, et je m'apprête à sauter avant même que le train ne s'arrête. Et puis je m'aperçois que le train va passer sous une espèce de porche très étroit. Et il n'y aura pas la place pour moi entre le porche et le wagon, je vais me faire écrabouiller.
Donc il faut que je saute au plus vite. Malheureusement, j'ai engagé mon bras dans cette rambarde verticale et ma chemise, mon bras de chemise qui est retroussé, fait une espèce de bourrelet qui m'empêche de sortir mon bras. Donc ce qui risque de se passer, c'est que je vais me faire écrabouiller et que le bras va rester au wagon. Néanmoins, j'arrive quand même à sauter. Je me retrouve donc sur le quai et là, je m'aperçois que, horreur, j'ai laissé ma petite bourse dans le train. Il faut que je remonte, la chercher. Et à ce moment-là, une petite fille en robe blanche, sortie d'on ne sait où, s'accroche à mon cou, avec une espèce d'air implorant, comme s'il fallait que je l'aide. Je suis un peu embêté, je ne sais pas comment faire, mais c'est beaucoup plus important, il faut que j'aille chercher ma bourse dans le wagon. Et pour ça, je m'aperçois que maintenant j'ai un bras de mer à traverser entre là où je suis et le train. Ce bras de mer est tumultueux et en plus l'eau a l'air de remonter. Il y a des rochers qui émergent, je pourrais sauter de rocher en rocher, mais avec la fille pendue à mon cou, ça va être difficile. Et finalement, je choisis de traverser à la nage, mais toujours avec la fille pendue à mon cou. Là, je me retrouve sur le quai, je monte à nouveau dans le train, je cherche mon wagon, je ne le retrouve pas. Je vois ouvert devant moi une porte de wagon qui s'ouvre en deux moitiés comme ça. Et dans le rêve même, je pense aux deux lèvres d'une vulve. Je retrouve à l'intérieur ma bourse, mais il se trouve que là je m'aperçois que je suis déshabillé et mes habits sont en vrac dans le wagon. Donc il faut absolument que je me rhabille avant de redescendre sur le quai, sinon je vais être ridicule. Je suis très très angoissé et je me réveille. Alors, il y a dans cette histoire peut-être une réminiscence du bras des femmes de mon ami Franck qui tombe. Parce que là, c'est mon bras qui risque de tomber. Ce rêve m'a fait penser à une histoire que j'avais lue quand j'étais adolescent. C'était l'histoire d'un gamin qui faisait le cacou sur les trains de marchandises, comme ça, dans une gare de triage, en montant sur les marchepieds. Et comme ça, il jouait à faire des moulinets avec son bras libre, tout en se tenant de l'autre main, en étant entraîné par le wagon, et le wagon est entré dans un tunnel qu'il n'avait pas vu, parce qu'il lui tournait le dos, et son bras a été arraché. Ensuite, c'est toute l'histoire de comment, effectivement, les chirurgiens ont réussi à lui recoudre son bras. Vous voyez qu'il y a une métaphore de la castration évidente, là, que je reprends, et que je reprends vraisemblablement de mon ami Franck, mais dans une manière encore plus, beaucoup plus dramatique. Bon, mais vous voyez que dans mon rêve, quand même, ça n'arrive pas. C'est juste une menace. Et effectivement, pour tout le monde, la castration, c'est essentiellement une menace. Ça n'arrive jamais. Hein? Alors, sauf effectivement quand on a un vrai accident, ou quand on a une maladie terrible qui vous diminue et qui vous fait penser à la castration. Donc ça pouvait être son cas avec ces maladies successives quand même. Mais bon, revenons à mon rêve. Qu'est-ce que c'est que cette petite fille qui me saute autour du cou à partir du moment où je m'aperçois qu'il faut que je remonte dans le wagon pour chercher ma bourse? Bien entendu, ça c'est ce que je vous dis sans arrêt, c'est la structure même de mes rêves, et je dirais même des rêves en général, retourner dans le wagon, dans le ventre de la mer, pour y chercher quoi? Le phallus oublié. Là, sous la forme de bourse, c'est presque explicite. Alors comment se fait-il que je me retrouve littéralement enceint de cette petite fille, puisqu'elle se pend à mon cou et donc elle est du coup sur mon ventre, quoi. Hein? Ça pourrait être ma fille. J'ai fait suffisamment de rêves
où je rêvais explicitement, ou après interprétation, qu'elle était dans mon ventre. Ça, c'est la contrepartie masculine du désir d'être une femme, de la contrepartie féminine du désir d'être un garçon et d'avoir un phallus. C'est quasi symétrique d'un côté à l'autre. Ça pourrait être aussi la petite sœur que j'ai eue. Ma mère m'a raconté qu'elle était morte à l'âge de 3 jours. Je ne l'ai jamais connue. C'était largement avant ma naissance. Mais comme elle m'en a parlé, ça a dû m'impressionner. Et c'est comme si j'allais la reporter dans le ventre de ma mère, ou que cette petite fille faisait office en tant qu'enfant de moi de phallus aussi, comme pour une femme, et que ça rentrait dans le cadre du « il faut aller la ramener dans l'utérus maternel », alors que justement il me manque le phallus que j'y ai oublié. C'est assez curieux comme histoire. Mais voilà, c'est tout en même temps. Hein. C'est pas ou le phallus ou l'enfant, c'est les deux. Et donc je traverse quoi? Un bras, encore un bras de mer. Voilà encore le bras, dont le courant remonte effectivement comme le liquide amniotique, mais dans l'autre sens. Donc quelque part, je remonte le courant de la naissance pour revenir effectivement dans ce wagon où je vois s'ouvrir les deux lèvres d'une vulve, où je rentre à l'intérieur, où je me retrouve évidemment tout nu, comme un bébé, bien sûr, et où j'ai la honte d'apparaître tout nu si je sors de cette façon-là, parce que, effectivement, en tant qu'adulte de nos jours, ça ne se fait pas. Il faut voiler ce qu'il en est de la castration, parce que c'est pour ça qu'on s'habille, hein, essentiellement. C'est pour ne pas avoir sous le nez tout le temps la différence des sexes qui ne peut que rappeler la castration. Mais cette petite fille, ça pourrait, compte tenu du contexte et de ces histoires de bras, ça pourrait aussi bien être mon analysant, qui, en tant qu'il ne parvient pas à avoir de femme, quelque part, j'ai pu le comparer peut-être à une petite fille, en tout cas à un enfant, dont j'aurais eu la garde en tant que le mettre dans mon ventre pour l'amener à maturation afin de l'accoucher, ce qui est la fin d'une analyse. Ou de le ramener dans le ventre de sa mère, de ma mère, peu importe, pour le refaire. Et c'est encore une fois, le but d'une analyse, c'est de refaire une gestation de façon à ce que le sujet se construise. Donc il est là le rapport extraordinairement intime que j'ai à son égard. Et ça me fait repenser que quand je l'ai engueulé en lui disant qu'il se comportait comme un enfant de 3 ans, j'étais effectivement quelque part comme un père ou comme une mère, comme sa mère qui lui avait enlevé son maillot de bain sur la plage. Tout à fait à mon insu, bien évidemment. Il se trouve que j'ai fait un deuxième rêve après m'être rendormi. Je vous ai dit que je m'étais réveillé à la suite de l'angoisse de me retrouver tout nu sur le quai. Eh bien, je me suis rendormi et j'ai fait un deuxième rêve, dans lequel je me voyais nager dans une piscine, mais cette piscine, toute l'eau de la piscine était enfermée dans un immense sac plastique. Donc je ne faisais que ramper sur le dessus du sac plastique. On avait mis un liquide lubrifiant par-dessus, ce qui fait que je pouvais en effet nager en avançant comme ça sur le liquide lubrifiant. Et en même temps que j'avançais de cette façon-là, eh bien, je savais que mon analysant, Franck, était là et me regardait. Donc cette fois, c'était un peu plus explicite, c'était bien de lui dont il s'agissait, et dans ce rêve, et dans le rêve précédent. Vous voyez que le fait de nager sur cette espèce de bulle qui peut rappeler l'utérus aussi, hein, la bulle remplie de liquide amniotique, et fait de moi un fœtus, alors que c'est lui qui me regarde. Comme par inversion, puisque dans les séances,
du fait de mon écoute, c'est moi qui le regarde s'agiter par exemple dans le puits avec la corde, ce qui est sa version à lui. Hein. J'ai inversé le truc, ce qui est une façon de prendre dans mon intérieur ce que j'entends de lui venir de mon extérieur. Je le prends parce que ses fantasmes et les miens, finalement, ça résonne. C'est paradoxalement la meilleure façon d'éviter le plaquage d'une interprétation, c'est de se rendre compte de là où ça résonne, là où c'est pareil. Et en effet, ça a toutes les chances d'être pareil, parce que j'ai assez entendu de gens pour savoir que ces fantasmes sont universels. J'ai pas entendu le monde entier, hein. Donc je garde un doute, encore heureux. On ne sait jamais, ça peut être entendu autrement, vu autrement. Mais ce truc-là de revenir dans le ventre de la mère pour aller y chercher le fœtus perdu, le phallus perdu, c'est finalement ça le processus d'une analyse, c'est finalement ça le processus transférentiel. Il se trouve que ce processus n'a pas été mené à son terme avec cet analysant du fait de la mort qui est survenue. Voilà sans doute pourquoi j'en rêve encore aujourd'hui, bien que je n'ai pas rêvé pendant 10 ans. Hein, mais ça me revient parce qu'il y a eu là un inachevé. Et je ne dis pas que dans bien d'autres cas, même si ce n'est pas la mort qui vient faire un inachevé, eh bien, ça peut être tout simplement la décision de l'analysant qui dit tout d'un coup, j'en ai assez, j'arrête. Alors que le processus n'est peut-être pas suffisamment engagé. Mais ça, c'est pas à moi d'en juger, c'est toujours à l'analysant d'en juger. Mais voilà comment ces histoires de transfert mettent en lumière le processus analytique et la façon dont l'inconscient est convoqué. Les deux inconscients, pas seulement celui de l'analysant, tel qu'il est dit dans la théorie lacanienne, et comme dans d'autres théories analytiques aussi, comme quoi, une fois que l'analyse de l'analyste est terminée, bon, ben, on n'en parle plus, c'est bon, il est bon pour le service. Non, je crois que c'est occasion toujours de remettre sur le métier l'analyse personnelle de l'analyste, chaque fois que un analysant l'entame, lui fait savoir qu'il est là, qu'il existe, et que les rêves manifestent cette entame jusqu'au plus profond de l'inconscient. Mais je ne voudrais pas vous quitter cette fois-ci sans vous faire part d'un épisode de transfert négatif avec un autre analysant. Parce que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe. Je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos de cet analysant qui m'endormait. Je vous avais dit que j'avais essayé de lui dire que je m'endormais et que j'espérais que ça ferait de l'effet. Ça n'en avait pas fait, mais j'avais continué de m'endormir en l'écoutant. Et donc un jour, j'avais fini par lui dire, écoutez, revenez dans le fauteuil, comme ça quand je vous vois, j'aurai moins de chances de m'endormir. Hein, parce que il y avait la grosse idée qui se disait dans les couloirs, jamais dans les livres et jamais dans les colloques, bien entendu, mais dans les couloirs, les analystes qui s'endorment en écoutant leurs analysants, c'est tout le temps, et c'est tout le monde. Et donc l'idée c'était, mais c'est pas grave si on s'endort, parce que l'inconscient continue d'être à l'écoute. Ce que je ne crois pas du tout. Je le croyais à l'époque, hein. Je l'ai cru pendant un temps, mais non, maintenant je pense que c'est l'indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'indice que je résiste, que l'analyste résiste. Il y a des trucs qu'il n'a pas envie d'entendre. Voilà, c'est mon hypothèse d'aujourd'hui. Donc avec cet analysant-là, je l'ai finalement
remis en face à face. Et là, l'analyse a été super dynamisée. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne m'endormais plus, j'étais beaucoup plus dynamique, aussi dans mes questions-réponses. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'écouter d'une manière passive comme ça, comme je vous l'ai indiqué dans la première partie, il s'agit toujours de trouver le mot pour dire « je vous ai entendu ». Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement « je vous ai entendu », ou « oui », ou hein, ça c'est un petit peu mécanique, c'est pas ça. C'est vraiment montrer à quel endroit j'ai été entamé pour, par un mot, pour dire « voilà, je vous ai entendu ». C'est ça l'analyse. Hein. Et puis, ça m'est arrivé aussi avec un autre encore analysant. Je me suis endormi, et cette fois, je n'ai même pas eu l'occasion de le lui dire, parce que c'est lui qui, à la fin de la séance, très en colère, m'a dit « vous vous êtes endormi, ça ne va pas du tout, vous ne me recevez pas, vous ne m'entendez pas ». Je n'ai pu que lui dire oui, c'est vrai, écoutez... Et enseigné par l'expérience précédente que je viens de vous raconter, je lui dis, écoutez, pour éviter la chose, à partir de la prochaine fois, vous resterez sur le fauteuil. Comme ça, je ne m'endormirai pas. Et en fait, il n'est pas venu pendant un mois et demi, tellement il était en colère. Et puis il est revenu, je lui ai expliqué le rêve suivant. Le rêve que j'avais fait, où je faisais une rando avec les anciens amis avec lesquels je faisais des randos habituellement, dans un pays étranger, à savoir la Hongrie. Je me suis bien demandé au réveil pourquoi la Hongrie. J'avais bien fait des randos en Bulgarie, mais la Bulgarie, c'est pas la Hongrie. Et je me suis rappelé au réveil que la Hongrie, c'est le pays des Hongres. Et les Hongres, eh bien, c'est des chevaux castrés. Donc, je fais une rando au pays de la castration. Et je traverse un amoncellement de cailloux indescriptibles. Donc ça, c'est du réel, puisque c'est indescriptible. Mais au bout, il y a une ville. Et en remontant de la ville, on passe sous deux arches parallèles qui encadrent des rails de train. Ce qui fait que les rails de train ne passent pas sous les arches, mais entre les deux arches parallèles. Et un peu plus loin, nous visitons les ruines d'une cité romaine où il y a encore deux arches parallèles. Et un peu plus loin, je me vois conduire une espèce d'immeuble voiture qui a un jumeau. Un autre immeuble voiture conduit par deux lesbiennes qui habitent là, alors que moi j'habite le mien. Et nous allons nous garer à un croisement exactement en face, comme deux immeubles jumeaux. C'est ce mot jumeau qui m'a mis la puce à l'oreille pour l'interprétation, puisque ça m'a renvoyé à mes frères jumeaux et aux soupçons de viol que j'ai à leur égard. Il se trouve que tous ces jarches jumelles dont nous avons parlé dans le courant du rêve ne cessaient de me ramener à ça. Et puis le couple de lesbiennes, c'est une, comment dirais-je, à la fois une ruse de la censure pour ne pas me faire reconnaître mes frères, et en même temps c'est une revanche sur eux, parce que si j'ai castré les jumeaux, ça en fait des jumelles, puisque je suis au pays de la castration, au pays des Hongres, la Hongrie. Je raconte donc ce rêve à mon analysant. Pourquoi ? Je le lui explique. Parce que cet analysant, il est homosexuel. Et que mon rêve dit ma crainte des homosexuels.
non pas ma crainte d'être homosexuel, j'ai assez de goût pour les femmes pour savoir que ce n'est pas le cas, mais ma crainte du viol par un homosexuel, parce que être mis en position féminine, c'est ça, hein, être violé par un homme. C'est être mis en position féminine, donc c'est risquer la castration. Voilà, dans ces récits de ces aventures homosexuelles, voilà ce que je ne voulais pas entendre. Voilà où je résistais et voilà pourquoi je m'endormais. Je lui ai expliqué donc ça et ça a permis de renouer complètement la relation. Et maintenant, nous avons une relation extraordinaire et son analyse avance d'une manière tout à fait formidable. Alors là, je suis un tout petit peu moins gêné de raconter cela. D'une part, je ne vous dis pas son nom, ni son origine, ni quoi que ce soit qui permette de le reconnaître, mais je lui ai quand même demandé l'autorisation de pouvoir en parler, de façon à me sentir un peu plus à l'aise par rapport à ce que je vous raconte. Mais voyez en quoi c'est l'analyse de l'analyste, encore une fois, qui permet de faire avancer l'analyse de l'analysant. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les données du spectacle.